Reprenons cette série sur le cœur avec cette troisième et dernière partie. Si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite à visionner les deux premières. Et pour rappel, je ne suis pas médecin, je ne fais que partager les informations qui ont du sens pour moi. Donc, s'il vous plaît, en cas de doute, merci de consulter un professionnel qualifié. Donc, troisième section. Qu'est-ce qui fait que le corps ne parvient pas à réparer la paroi des vaisseaux sanguins, donc l'endothélium, suffisamment vite? Dans la deuxième partie, on a exploré ce qui vient abîmer l'endothélium et comment soutenir sa barrière protectrice qu'on appelle le glycocalyx. Et maintenant, on veut se poser la question, est-ce qu'il y a des facteurs qui viennent freiner la capacité de guérison du corps? L'idée est que si des travaux routiers prennent longtemps, cela peut créer des bouchons, donc encourager la formation de plaques dans les artères. Déjà, le sommeil et le rythme circadien, car la mélatonine, qui est une hormone produite la nuit, n'est pas seulement l'hormone du sommeil, mais aussi un puissant signal de réparation. Et elle a besoin d'un bon rythme circadien, c'est-à-dire d'un cycle entre le jour et la nuit. Donc concrètement, ce qu'il faut, c'est bien s'exposer au soleil en journée et limiter la lumière artificielle, qui est très souvent riche en lumière bleue, la nuit. Autrement, les niveaux de mélatonine chutent. Puis il y a la thyroïde, car celle-ci régule la vitesse du métabolisme. C'est un petit peu la pédale d'accélérateur de tout le corps. Et en cas d'hypothyroïdie, cela va venir freiner la capacité de récupération, de régénération du corps, et notamment la capacité de réparation de l'endothélium. Ensuite, il y a la santé métabolique, et en particulier la résistance à l'insuline, car cela mène périodiquement à des pics de glucose dans le sang, ce qui vient augmenter le stress oxydatif dans le corps, comme on l'a vu dans la partie 2. Et cela vient aussi perturber la fonction des fibroblastes et des cellules endothéliales, et donc directement freiner la guérison. Résistance à l'insuline signifie aussi moins de glucose pour nos cellules, donc moins d'énergie potentiellement à allouer à la réparation. Et un autre facteur, c'est que la résistance à l'insuline vient faire chuter la production de monoxyde d'azote, qui est pour rappel un gaz absolument essentiel pour la vasodilatation et donc maintenir la souplesse de nos vaisseaux. Enfin, un principe fondamental du métabolisme est l'équilibre entre anabolisme et catabolisme. Le catabolisme, c'est un petit peu le mode yang, c'est on dépense, on brûle. Tandis que l'anabolisme, c'est le mode yin, donc on répare, on régénère. Si notre mode de vie est trop yang, parce qu'on est toujours speed, on travaille trop, on manque de repos, etc., alors nécessairement on va freiner la capacité de guérison, l'anabolisme du corps. C'est un petit peu comme si on usait nos batteries plus vite qu'on ne pouvait les recharger. En résumé, on veut que notre rythme de vie soit en harmonie avec la nature, avec en particulier le rythme circadien, mais aussi qu'il se rapproche un peu plus du mode de vie d'un mammifère, que nous sommes, pour rappel, c'est-à-dire qu'on soit un petit peu moins speed au quotidien. Pour éviter la résistance à l'insuline, il faut commencer par réguler la leptine dont j'ai parlé dans une autre vidéo que je vous mets en description. Puis, il suffit d'avoir une assiette équilibrée mais nutritive, bouger régulièrement et aller dehors. De cette façon, le corps peut vraiment réparer et entretenir ses artères efficacement. Quatrième section. Qu'est-ce qui altère le flux sanguin? Et la logique ici est que si le sang circule parfaitement bien, on n'a aucun problème. On a souvent tendance à voir le cœur comme une pompe qui pousse le sang. Sauf qu'en réalité, c'est beaucoup plus subtil que ça. Déjà, le système sanguin mesure près de 100 000 km. Donc il est littéralement impossible pour une pompe de la taille de mon poing de pousser le sang aussi loin. Et deuxièmement, on sait que dans l'embryon, le sang commence à circuler avant que le cœur ait fini de se former. Donc il y a des mécanismes plus fondamentaux qui contribuent à la circulation sanguine. Une propriété essentielle du cœur qui va au-delà de la simple propulsion est que ces contractions créent un mouvement en vortex, c'est-à-dire une spirale qui crée un flux laminaire. Et on peut aujourd'hui l'observer en temps réel grâce à des technologies comme l'IRM de flux 4D. Ce flux laminaire est beaucoup plus doux pour les artères. C'est l'inverse du flux turbulent qui a tendance à endommager l'endothélium. Le même flux turbulent qui rend les artères coronaires plus susceptibles aux plaques, comme j'en ai parlé dans la partie 1. Donc si le flux du sang ne dépend pas que du cœur, qu'est-ce qui agit dessus? Alors on a tendance à penser au mouvement musculaire, peut-être à la respiration, mais ce n'est pas tout. Chez un individu sain,
les globules rouges portent autour d'eux une charge négative qui les empêche de coller entre eux. Un petit peu comme si on mettait les deux pôles nord d'un aimant face à face, ils vont naturellement se repousser. Et donc plus cette charge négative qu'on appelle le potentiel zeta est présente et développée, plus le sang va circuler librement. Donc quelles sont les sources principales de charge négative, à savoir d'électrons? Déjà, il y a l'eau structurée, dont on a déjà parlé dans la partie 2. Il y a le contact direct avec la Terre. Il y a le mouvement, car nos tissus ont une propriété qu'on appelle la piézoélectricité, qui est capable de transformer un mouvement ou une pression en charge électrique, en courant électrique. Et enfin, il y a le Soleil, en particulier les ultraviolets, car comme l'a décrit Einstein avec son effet photoélectrique, qui lui a d'ailleurs valu un prix Nobel en 1921, quand des rayons ultraviolets frappent un semi-conducteur, comme la peau, comme le corps humain, cela génère un nuage d'électrons. Et le docteur Gerald Pollack a montré que quand on met de l'eau dans un tube constitué d'une matière hydrophile, c'est-à-dire une matière qui aime l'eau, et c'est le cas de nos vaisseaux sanguins, eh bien, en présence d'infrarouges notamment, cette eau va circuler librement sans apport d'énergie externe. Donc on peut faire le parallèle entre ce tube de matière hydrophile et le sang qui est majoritairement constitué d'eau dans nos vaisseaux sanguins. Et donc ça montre à nouveau que cette eau structurée, parce que c'est ce qui se passe en présence de matière hydrophile et en présence de rayons infrarouges, ça montre bien que cette eau structurée joue aussi un rôle pour la circulation et que le soleil, à travers ses infrarouges, vient structurer l'eau et à travers ses ultraviolets peut rajouter de la charge négative dans le corps pour faire en sorte que les globules rouges circulent plus librement et évitent de s'agglomérer. Enfin, il y a un autre facteur qui peut rendre le sang plus pâteux et c'est le stress. Même un stress purement psychologique, car notre cerveau ne fait pas la différence entre un danger réel et un danger imaginé. Si je suis persuadé que être en retard au travail, c'est une question de vie ou de mort, mon corps y croit et il va déclencher la même cascade de réactions que si ma survie était réellement menacée. Résultat, montée de cortisol, montée d'adrénaline, car le corps se prépare à se battre ou à fuir. Et si on se replace à l'époque de nos ancêtres, cela signifiait certainement un risque de blessure et donc de saignement. Et du coup, le corps anticipe. Il vient augmenter de manière préventive la coagulation du sang pour que si une coupure, par exemple, ou une blessure survient, le sang puisse se solidifier rapidement et éviter l'hémorragie. Le problème aujourd'hui est que le stress est souvent psychologique, chronique et sans issue physique. Et en plus de ça, le stress joue sur la tension artérielle qui peut à elle seule endommager l'endothélium comme on l'a vu précédemment. En résumé, comment favoriser une bonne circulation du sang? Eh bien, presque comme d'habitude, mouvement, soleil, mise à la terre et gestion du stress. Dernière section. Qu'est-ce qui fait augmenter les niveaux de LDL, celui qu'on surnomme le mauvais cholestérol? Si les niveaux de LDL sont chroniquement élevés, il peut être intéressant de se demander pourquoi est-ce que le corps permet ça. Personnellement, je cherche toujours à comprendre l'intelligence du corps. Déjà, quel est le rôle du LDL? Chez un individu sain, il s'agit d'un système de livraison indispensable. Il vient transporter le cholestérol et les triglycérides vers les cellules qui en ont besoin pour leurs membranes, pour leurs hormones, pour leur réparation, tout en contribuant à l'immunité. Donc qu'est-ce qui peut mener à des niveaux élevés? Premièrement, tout tissu endommagé a besoin de cholestérol pour effectuer les réparations. Et le LDL est celui qui livre ce cholestérol. Donc en cas de lésion chronique, d'inflammation chronique, eh bien, le corps peut maintenir des niveaux de LDL élevés pendant plus longtemps pour tenter de réparer tout ça. Les particules de LDL permettent de lier les endotoxines issues des bactéries intestinales, notamment en cas de dysbiose ou de porosité intestinale, et des études montrent que ça permet de tamponner leur toxicité afin de réduire les dégâts causés dans le corps. Troisième possibilité, l'hypothyroïdie, car la thyroïde est celle qui vient réguler l'évacuation du LDL, notamment grâce aux récepteurs hépatiques, c'est-à-dire des récepteurs qui sont sur le foie. Donc en cas d'hypothyroïdie, le LDL a tendance à s'accumuler. Et quatrièmement, à nouveau, la résistance à l'insuline, car celle-ci vient affecter la capacité du foie à gérer les lipides, donc les matières grasses, et ce qui mène souvent à une augmentation du LDL. On en revient aux facteurs habituels, à savoir santé métabolique, intégrité de l'appareil digestif et inflammation chronique.
Selon moi, c'est uniquement quand le nombre de camions est trop élevé pendant trop longtemps et ou que l'environnement est pro-inflammatoire que ces camions commencent à se garer n'importe où. Et par camion, je veux dire que le LDL commence à s'infiltrer dans la paroi des artères pour s'y accumuler. Pour conclure, étant donné que le cholestérol est omniprésent dans le corps et donc vital, il est selon moi erroné de dire que le cholestérol à lui seul vient causer les maladies cardiovasculaires. Comme on a pu le voir ensemble, il faut s'intéresser au contexte global dans lequel se trouve un individu, à savoir le stress, l'activité physique, la santé métabolique, la santé digestive, l'exposition à la lumière, etc. Je souhaitais cependant vous dire cela. Même si ma théorie sur ce qui bouche les artères n'est pas parfaite, ce qui est très probable, je pense qu'on est bien plus avancé que lorsqu'on s'acharne sur le cholestérol. De plus, les recommandations qui découlent de cette théorie sont pleines de bon sens et inoffensives. La différence est que maintenant, vous savez ce que vous pouvez faire concrètement pour votre cœur. La pertinence de ces facteurs fondamentaux est quelque chose que je rappelle régulièrement aux personnes que j'accompagne. On ne peut pas négliger les bases. Et malheureusement, un diagnostic a tendance à nous focaliser là où il ne faut pas. Si vous écoutez notre langage, on parle d'aimer de tout son cœur ou d'avoir le cœur brisé. Et je pense que le cœur joue un rôle assez unique dans notre identité et dans notre monde émotionnel. Et j'en parlerai certainement à l'avenir dans de prochaines vidéos, mais en attendant, je vous mets en description ma vidéo récente sur l'anxiété dans laquelle je parle du rôle du cœur. Merci d'avoir regardé cette série. N'hésitez pas à laisser des commentaires si ça vous a aidé, si ça vous a parlé ou si vous avez des questions. Moi, ça m'a beaucoup plu, ça m'a demandé beaucoup de travail, mais c'était extrêmement intéressant. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.